connaît tous Spider-Man. Ce super-héros a fait vibrer des générations à travers les BD, les dessins animés ou encore le cinéma. Et pourtant, son histoire est probablement la plus sous-estimée et la plus tragique de toutes. Parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais personne ne parle du prix à payer. Spider-Man Brand New Day sort le 29 juillet 2026. Donc c'est l'occasion parfaite pour comprendre toute son histoire afin d'être à jour dans le Marvel Cinematic Universe. Du moment où il n'était qu'un simple gamin jusqu'au choix qui l'a condamné à la solitude. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. En 1939, Martin Goodman fonde Tamil Comics, le futur Marvel. Il embauche Stan Lee, son cousin de 16 ans, comme assistant de production. Mais après 20 ans de métier, Stan Lee en a marre des héros trop parfaits. Il imagine alors un ado ordinaire mordu par une araignée radioactive, Spider-Man. Sauf que l'éditeur déteste l'idée puisque personne n'aime les araignées. Malgré tout, Stan Lee est sûr de son coup. Il recrute Steve Ditko pour le design et publie le 15e numéro d'Amazing Fantasy en 1962. Les ventes explosent et The Amazing Spider-Man devient même une série à part entière. Le succès est tellement grand qu'en 1967, ABC diffuse la première série animée. Pourtant, Goodman ne croit plus aux comics. Il vend alors Marvel à Cadence Industries qui crée de nouvelles histoires et offre des licences temporaires de diffusion, comme le premier live-action sur CBS en 1977 ou encore en 1978 quand le Japon produit sa propre version avec un Spider-Man qui pilote un robot. Mais c'est là que tout se complique. Cadence Industries vend les droits cinéma de Spider-Man à Canon Films, puis revend Marvel à New World Pictures, lorsque Canon Films fait faillite en 1989, ce qui éparpille les droits Marvel un petit peu partout. Les X-Men partent chez la Fox, Hulk chez Universal, pendant que l'ancien patron de Canon Films repart avec les droits vidéo, TV et cinéma de Spider-Man, avant de revendre les droits TV à Viacom de Paramount et les droits vidéo à Columbia Pictures de Sony. Heureusement, Marvel se stabilise avec le temps et rachète ses droits un par un, mis à part les droits cinéma de Spider-Man qui sont toujours bloqués chez Sony, ce qui explique les reboots à gogo. Mais en 2014, tout bascule. Des emails fuitent entre les deux studios et les fans réclament Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe. Un accord est trouvé, mais à quelques conditions. Voilà, j'aime bien. Sony finance et enquête les recettes du film, pendant que Marvel gère les scénarios et encaisse les produits dérivés. C'est pourquoi Spider-Man est toujours accompagné d'un membre du MCU dans chaque film. Maintenant que vous avez tout le contexte, je vous propose de retracer la chronologie exacte de Spider-Man à travers le MCU. Je tiens juste à vous informer que cette vidéo sera chargée en informations, donc si on parle pas tout de suite de Spider-Man, ne soyez pas surpris. Tout commence en 2010 dans l'univers 616, un univers parmi tant d'autres où se cachent 6 pierres d'infinité aux capacités destructrices, ainsi que d'innombrables héros, dont un gamin de 8 ans qui va croiser l'homme qui changera sa vie à tout jamais. Cet homme, c'est Tony Stark, un génie milliardaire qui relève au monde qu'il est Iron Man, sauf que la gloire est de courte durée, puisque Ivan Venko souhaite venger la mort de son père et le gouvernement veut récupérer son armure pour en faire une arme nationale. Mais ce n'est pas le seul problème. Le réacteur Arc qui le maintient en vie l'empoisonne et Tony n'a toujours pas trouvé de solution. Et ça, Ivan le sait. C'est pourquoi il passe à l'attaque lors du Grand Prix de Monaco, même si c'est perdu d'avance. Tu as perdu, Stark. Justin Hammer le fait libérer de prison, et ensemble ils construisent une armée de drones pour surpasser Tony, qui lui est au plus bas mentalement. Mais c'en est trop pour son meilleur ami James Rhodes, alors il décide de l'affronter avant de repartir avec l'armure qu'Hammer équipera avec ses armes. Au même moment, Nick Fury et l'agent Romanoff du SHIELD, une organisation secrète qui protège la Terre du terrorisme et des super-vilains, donnent à Tony les archives de son père pour qu'il synthétise un nouvel élément afin de remplacer le palladium qui l'empoisonne. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. À la Stark Expo, Hammer présente fièrement ses drones et le prototype humain War Machine piloté par Rhodes, lorsque Venko les hack pour les retourner contre Iron Man. La panique générale s'installe et au milieu de ce chaos, justement, il y a ce petit garçon qui se tient seul face à un drone. Vous l'aurez compris, ce garçon de 8 ans, c'est Peter Parker avant qu'il ne devienne Spider-Man. Et ça a d'ailleurs été confirmé par le boss de Marvel lui-même. Sans le savoir, Peter Parker vient de rencontrer l'homme qui changera sa vie à tout jamais. Mais j'y reviendrai dans quelques minutes. Entre-temps, l'agent Romanoff et Happy Hogan partent dans le QG d'Hammer pour reprogrammer l'armure de Rhodes, vu que Tony est en difficulté. Mais le calme est de courte durée. Après ce combat, Whiplash intervient également lorsqu'il déclenche l'autodestruction de tous les drones après avoir été vaincu. Heureusement, il n'y a pas de victime et Tony réussit à sauver son assistante Pepper dont il est amoureux. Lorsque, quelques jours plus tard, Rhodes et Tony obtiennent la grâce du gouvernement grâce à Nick Fury, qui s'avère mener un projet secret avec le SHIELD, l'Initiative Avengers. L'Initiative Avengers vise à rassembler les personnes les plus puissantes de la planète pour combattre des menaces que les forces militaires ne peuvent pas gérer seules. Et Nick Fury a vu juste, puisque le monde est en danger.
En 2012, Loki est envoyé sur Terre par Thanos, qui lui offre une armée et un sceptre pour régner sur Terre à condition de lui ramener le Tesseract, un cube d'énergie cosmique faisant partie des pierres d'infinité, capable d'ouvrir des portails à travers l'univers, que le Shield gardait secret. Loki s'en empare, prend le contrôle de l'agent Barton et du scientifique Harry Selvig avant de prendre la fuite, et ce, malgré que son frère Thor ne soit pas un ennemi. Fury comprend alors qu'il ne s'agit pas d'une menace ordinaire et qu'il n'a pas le choix, il faut mobiliser l'équipe. Nous sommes en guerre. Romanoff recrute Bruce Banner, Coulson rallie Tony Stark et Steve Rogers est rappelé au service. Entre-temps, Loki est en Allemagne pour voler un matériau pour stabiliser le Tesseract. Heureusement, le groupe arrive à temps pour le capturer, mais Thor s'interpose pour qu'il soit jugé sur Asgard. Tony refuse de céder et les deux s'affrontent, jusqu'à ce que le Captain America tente de calmer la situation. Avec d'aussi gros pouvoirs, les Avengers peuvent devenir une bombe à retardement. Alors gardez-le dans un coin de vos têtes parce que croyez-moi, ça aura son importance pour la suite de l'histoire. Loki finit enfermé mais sème quand même le doute dans l'équipe lorsque Clint Barton lance une attaque pour le libérer. Banner se transforme en Hulk malgré que l'héliporteur est au bord de la destruction et finit par être hors de portée, tout comme Thor piégé dans la capsule qui enfermait Loki. Cependant, les Avengers n'ont pas dit leur dernier mot. Natasha neutralise Clint pour qu'il retrouve ses esprits, Fury remotive ses troupes, pendant que Thor et Banner repartent en leur direction. Mais il est déjà trop tard puisque l'armée Chitauri est là, ce qui conduit officiellement au rassemblement des Avengers. L'affrontement s'intensifie et dans une scène coupée au montage, on retrouve une nouvelle fois Peter Parker qui redonne le bouclier au Captain America. L'équipe peine à protéger la ville malgré leur détermination et leur supériorité face à Loki. On vient de me dire à l'oreillette que c'est exactement ce qui arrive aux personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne et qui ont oublié de booster la vidéo. Alors n'oublie surtout pas de le faire. Le Conseil de sécurité mondiale estime que New York est condamné, alors il lance un missile nucléaire pour détruire la ville malgré le refus de Nick Fury. Heureusement, Stark l'intercepte et le redirige vers le portail quitte à risquer sa vie. Par chance, il se fait rattraper de justesse et ensemble, ils arrivent à vaincre Loki avant de le ramener sur Asgard, pendant que chacun des Avengers se repartent de leur côté. Mais le Conseil de sécurité mondiale garde un œil sur eux puisqu'ils peuvent peut-être représenter un risque dans la nature. Chacun des héros évolue de leur côté pendant que Peter vit sa vie d'enfant. Sauf que le Shield est corrompu par Hydra, une organisation terroriste secrète datant de la Seconde Guerre mondiale. Il paramètre et utilise le sergent Bucky Barnes, le meilleur ami du Capitaine en tant que tueur à gages, plus connu sous le nom du Soldat de l'Hiver. Heureusement, Steve Rogers, Natasha Romanoff et Sam Wilson parviennent à déjouer leur plan. Mais couper la tête d'un membre d'Hydra et deux en repousse. Après la bataille de New York, c'est en réalité Hydra qui a réceptionné le sceptre en cachette. Et ils en profitent pour mener des expériences sur deux optimisés, Wanda et Pietro Maximoff, ce qui conduit une fois de plus au regroupement des Avengers. En 2015, soit 3 ans après leur premier regroupement, les Avengers partent en Sokovie récupérer le sceptre dans la base d'Hydra, lorsque Tony et Bruce découvrent qu'une intelligence s'y cache à l'intérieur. Ils décident alors de relancer leur projet Ultron pour en faire une intelligence artificielle afin d'être le bouclier de la planète. Sauf que leur création se retourne contre eux après quelques recherches. Paix à notre monde. Ultron est neutralisé, mais s'enfuit via Internet dans les bases d'Hydra pour se créer un corps, avant de s'allier avec les Maximoff à la recherche du huis clos, un trafiquant d'armes qui a volé du vibranium au Wakanda, un pays africain où se cache le métal le plus puissant du monde, exactement comme celui du bouclier du Captain America. Les Avengers les localisent et interviennent pour les stopper, mais Wanda plonge chacun d'eux dans leur pire cauchemar, lorsque Bruce Banner perd le contrôle et se déchaîne en pleine ville. Tony n'a alors pas d'autre choix que de le contenir, ce qui conduit une fois de plus à la destruction de la ville. Et indirectement, cet événement confirme l'imprévisibilité des Avengers pour le gouvernement. L'équipe décide de se réfugier chez Clint Barton pour se reposer et élaborer un plan, pendant que Thor part enquêter sur sa vision liée aux pierres d'infinité, puisqu'en dehors du Tesseract, Thor a déjà été confronté à l'Éther, qui est la pierre de la réalité. C'est là que Nick Fury explique à Tony qu'Ultron était une erreur et qu'il faut impérativement l'arrêter, puisque son plan n'est pas seulement de vaincre les Avengers, mais d'exterminer l'humanité. Pour réussir, il veut créer un corps indestructible grâce au vibranium et à une autre pierre d'infinité présente dans le sceptre. Mais les jumeaux le trahissent lorsqu'il découvre son vrai plan et s'allie aux Avengers qui interceptent le caisson. Tony y installe son intelligence artificielle Jarvis, ce qui donne naissance à Vision, un allié indestructible en vibranium porteur de la pierre de l'esprit. Alors plus de temps à perdre, il faut stopper Ultron. Les Avengers évacuent les civils pendant que Vision le retrouve et le déconnecte d'Internet. Tu m'as coupé de mon monde, je vais te couper du tien. Ultron veut soulever la ville comme une météorite pour la laisser retomber sur Terre afin d'exterminer l'humanité. Heureusement, le Shield intervient avec War Machine pour évacuer les habitants, pendant que les Avengers se combattent la bande d'Ultron. Nos héros parviennent à le neutraliser, ce qui revient avec le Quinjet pour tuer Clint, lorsque Pietro se sacrifie pour le sauver. Celle-là, tu l'as pas vu venir.
Hulk s'interpose pour empêcher de fuir avant de prendre le large avec le Quinjet. Wanda ressent la mort de son frère et décide de tuer Ultron de ses propres mains. Sauf qu'en son absence, le dernier prototype déclenche la détonation. Donc Ultron a en partie réussi son plan. La ville commence à s'effondrer et les Avengers n'ont pas d'autre choix que de la détruire pour sauver l'humanité. Quant à Vision, il intercepte et élimine le dernier prototype. Après le combat, les Avengers se rejoignent leur QG et recrutent officiellement War Machine, Vision, Wanda et Falcon. Et tant mieux puisque Thanos enfile son gant pour rechercher les 6 gemmes d'infinité à travers la galaxie, pendant que le gouvernement est en train de réfléchir à contrôler les activités des Avengers. Depuis la création de cette équipe, le gouvernement se questionne et même l'opinion publique commence à changer de regard sur eux. Un an après les événements de la Sokovie, les Avengers sont en mission au Nigeria pour neutraliser Brock Rumlow, un ancien agent d'Hydra qui souhaite mettre la main sur un échantillon biologique. Sauf que quand Natasha le récupère, Rumlow se fait exploser pour emporter le Captain avec lui. Wanda tente alors de contenir l'explosion et la redirige accidentellement vers un immeuble qui tue une dizaine de civils, ce qui est la goutte de trop pour le gouvernement, puisque les Avengers sont des armes de destruction massive sans le moindre compte à rendre. Et ça commence vraiment à menacer l'équilibre mondial. Lors d'une expo, Tony Stark présente une réalité augmentée, avant d'être confronté à une mère endeuillée qui lui rappelle la dangerosité de son équipe. Il débarque alors au QG des Avengers avec le secrétaire d'État qui liste toutes les catastrophes qu'ils ont causées. La bataille de New York face à Loki, Washington contre Hydra, la Sokovie face à Ultron et le Lagos il y a quelques jours. Alors 117 pays ont voté pour les accords de Sokovie qui placent les Avengers sous la tutelle des Nations Unies. En clair, ils ne pourront plus intervenir sans l'autorisation du gouvernement. Mais l'idée ne plaît pas à Steve Rogers puisque les Avengers ont justement été créés pour sauver le monde. Sauf que Thaddeus Ross lui rappelle que personne sait où se trouvent Thor et Banner alors que ce sont des bombes à retardement. Parce que rappelez-vous, Hulk est parti avec le Quinjet pendant que Thor enquête sur les pierres d'infinité. Alors si les Avengers refusent de signer ces accords, ils seront officiellement des hors-la-loi. Vision affirme que depuis que Tony a dévoilé son identité, les menaces n'ont fait qu'augmenter et que ce facteur ne peut plus être ignoré. Tony lui-même reconnaît porter le poids de ses erreurs et estime que les Avengers doivent être surveillés depuis Ultron. Mais Steve et Sam ne sont pas de cet avis, puisqu'ils ont vu ce que le pouvoir fait entre de mauvaises mains, comme par exemple Hydra avec le Shield. Personne n'arrive réellement à se mettre d'accord et les Avengers se commencent petit à petit à se diviser. Steve part à Londres pour les funérailles de son amour de jeunesse, lorsque Natasha lui demande de les rejoindre car Tony, Rhodes, Vision et elle-même ont choisi de signer, pendant que Clint a choisi la retraite. Le lendemain à Vienne ont lieu la signature des accords de Sokovie, mais un drame se prépare. Attention, Cosmo! Une bombe tue une dizaine de personnes, dont le roi du Wakanda T'Chaka, lorsque les caméras de surveillance accusent Bucky Barnes comme coupable. Mais Steve ne croit pas à sa culpabilité et part à sa recherche avec Sam pour le retrouver avant les autorités, quitte à même devenir des hors-la-loi. Mais quand Steve le retrouve, les soldats sont déjà là, et Bucky n'a pas le temps de s'échapper puisque le Black Panther s'interpose. Chacun d'eux s'affronte en ville lorsque War Machine et la police arrivent pour les arrêter. Ils sont alors tous envoyés dans une base de la CIA à Berlin, pendant que Bucky est enfermé dans une cellule ultra sécurisée. Tony Stark reproche alors à Steve d'avoir agi en dehors des accords et tente une dernière fois de le convaincre avant qu'il ne soit trop tard. Sauf qu'au même moment, Helmut Zemo se fait passer pour un psychiatre mandaté par l'ONU pour interroger Bucky seul. Mais c'est du bluff. Zemo provoque une panne de courant général et récite les mots qui replongent Bucky en soldat de l'hiver, afin de lui demander le rapport de mission du 16 décembre 1991. Et vous allez voir, ce n'est pas fait pour rien. Tout le monde tente de stopper Bucky, mais seul Steve réussit à le neutraliser avant de s'enfuir avec lui. Quand il reprend ses esprits, il relève que Zemo cherche d'autres soldats de l'hiver dormant quelque part en Sibérie. Tony, lui, reçoit l'ordre de capturer le Captain America et son groupe, alors avec Natasha, il recrute James Rhodes, Vision, T'Challa et Peter Parker, un lycéen de 15 ans que Tony observe depuis quelques temps. T'es qui? Spider-Boy? Je suis Spider-Man, fils de pute! Tony lui propose de l'accompagner sur une mission en lui promettant une amélioration de son costume. Et pour ne pas dévoiler son identité à sa tante, il lui fait une convention de stage. Du côté de Clint Barton, il sort de sa retraite pour recruter Wanda et Scott Lang, un voleur qui cède de fourmis, rencontré autrefois par Sam Wilson dans le QG des Avengers. Ensemble, ils décident de partir en Sibérie, mais l'équipe d'Iron Man les attend. Steve tente d'expliquer que le coupable est Zemo, sauf qu'il n'y a pas d'autre issue que le combat ou l'arrestation. Alors Spider-Man vole le bouclier du Captain America. Un clin d'œil direct à la scène coupée d'Avengers lorsque Peter Parker avait son bouclier. Peter lui redonnait autrefois le bouclier et cette fois-ci, il lui vole. Malgré les avertissements de Tony pour préserver les Avengers, le Captain America ne veut pas abandonner d'aussitôt. Alors Clint le libère et Ant-Man lui redonne le bouclier, ce qui officialise l'affrontement. Tony part en direction de Wanda mais se fait stopper par Clint, pendant que Black Panther tente d'atteindre Bucky, malgré que Spider-Man les intercepte en premier. Vous avez un bras en métal! Mais c'est génial ça! L'équipe de Steve est sur le point de s'échapper, mais Vision les en empêche, donc l'équipe du Captain décide de les affronter en face à face. Le combat perdure, mais le temps presse, puisque Zemo risque de réveiller les autres soldats de l'hiver. Alors pour faire diversion, Ant-Man décide de se transformer en Giant Man. Oh la vache!
Spider-Man, War Machine et Iron Man arrivent à le contenir, mais il est déjà trop tard puisque Steve a atteint le Quinjet. En revanche, Natasha le croit, donc elle couvre sa fuite en s'interposant face à T'Challa. Spider-Man est hors service et Tony et Rhodes les poursuivent, mais le Falcon tente de les en empêcher. Par conséquent, Vision essaie de le neutraliser en plein vol, mais il touche War Machine de plein fouet et provoque sa chute au sol avec une paralysie des jambes. Ce qui divise officiellement les Avengers puisqu'un point de non-retour vient d'être atteint. Natasha explique à Tony que Steve a raison, pendant qu'il lui explique que Ross la traquera vu qu'elle a aidé Steve. Alors elle n'a pas d'autre choix que d'être en cavale. Entre-temps, Tony découvre que Zemo est un ancien agent des forces spéciales sokoviennes et qu'il souhaite venger sa famille morte lors de la bataille de Sokovie. Il décide alors d'aller au Raft, une autre prison de sécurité où est retenue l'équipe du Capitaine, et demande à Sam où il se situe pour l'aider face à Zemo. Puisque Steve avait raison, Zemo souhaite uniquement retourner les Avengers les uns contre les autres et il est sur le point de réussir. Black Panther suit Stark en cachette en Sibérie lorsque l'équipe remarque que Zemo a tué les autres soldats de l'hiver. Ils étaient qu'un prétexte pour attirer Steve et Tony au même endroit pour que Zemo diffuse l'enregistrement du 16 décembre 1991. On y voit le soldat de l'hiver tuer les parents de Tony alors que le meurtre était officiellement classé comme un accident de voiture. Et c'en est trop pour Tony, alors il tente de tuer Bucky malgré que le Captain America l'en empêche. Les trois s'affrontent lorsque Tony pulvérise le bras de Bucky, mais Steve ne veut pas abandonner. Je ferai ça toute la journée. Il finit par le neutraliser avec son bouclier avant de le laisser au sol quand Tony lui dit ne pas en être digne, vu que c'est son père qui l'a créé. Et quand Zemo tente de se suicider, T'Challa l'en empêche pour qu'il soit jugé par la justice. Les Avengers sont divisés, mais sont-ils réellement des ennemis? Rhodes apprend de nouveau à marcher lorsque Tony reçoit une lettre d'excuse de Steve Rogers. Il lui explique que s'il a besoin d'aide, il répondra toujours présent. Quant à Bucky, il est congelé au Wakanda pendant que les autres sont en cavale. Et pour ce qui est de Spider-Man, il retourne dans son quartier comme si de rien n'était pour rester l'araignée sympa du quartier. Peter était tellement enthousiaste à l'idée de rejoindre les Avengers qu'il a tout filmé en vlog. Son séjour à Berlin, son nouveau costume, son combat face aux Avengers, et même ses échanges avec Stark comme alibi de stage. Sauf que Peter veut savoir quand aura lieu la prochaine mission, mais Tony n'a plus rien à lui proposer pour le moment. Du calme, c'est pas un câlin, je touche juste la portière. En attendant, sa vie ne change pas. Il reste un lycéen ordinaire, plein de bonne volonté, qui fait ce qu'il peut en tant que Spider-Man pour aider les gens de son quartier. Il retrouve des vélos volés, donne des directions aux passants, et arrête même des petits criminels. Mais ce n'est pas exactement ce qu'il imaginait quand Tony lui a donné le costume. Son secret commence aussi à peser lourd puisqu'il rate les entraînements de décathlon, disparaît en plein milieu des cours, délaisse son meilleur ami, et arrive partout en retard dans l'espoir que Stark le rappelle, jusqu'au jour où il trouve des criminels qui braquent un distributeur. Mais vous êtes les Avengers? Leur machine extraterrestre détruit une épicerie du quartier, alors ils prennent la fuite. Et quand Peter tente de prévenir Happy de la nouvelle menace, il ne le prend pas au sérieux. Et pourtant, il devrait. Dans l'ombre de la bataille de New York, Adrian Toomes a créé un trafic d'armes. En 2012, il avait décroché le contrat de nettoyage de la ville après le combat Shitori, jusqu'à ce que le gouvernement le lui retire sans la moindre explication. Alors avec le peu de matériaux aliens qu'il a eu le temps de récupérer, il a bâti un trafic d'armes que les Avengers et le Damage Control ignorent complètement. Mais comme Peter n'est pas pris au sérieux, il rentre chez lui lorsque Ned le surprend. Il lui demande de garder le secret avant de partir dîner avec sa tante, jusqu'à ce que les infos parlent du braquage. Mais le lendemain, Ned veut tout savoir sur ses pouvoirs, et quand il entend que Liz crush sur Spider-Man, il tend une perche à Peter en disant qu'il le connaît grâce à son stage chez Stark. Sauf que bien évidemment, personne ne le croit. Liz décide alors de l'inviter pour qu'il ramène Spider-Man à la soirée, sauf que chez elle, il n'est pas à l'aise. Et au moment où il s'apprête à faire son entrée en costume, une explosion retentit dans le quartier. Sur place, il découvre un trafic d'armes Shitori, mais se fait démasquer par sa sonnerie mobile. Peter tente de les arrêter mais se prend un coup de poing magnétique, et quand il essaie de les prendre à revers, le vautour l'attrape en plein vol. Par chance, son parachute d'urgence s'active mais le fait chuter dans l'eau. Mais heureusement, Spider-Man est chanceux. Tony débarque de nulle part pour le sortir de là, lorsque Peter lui explique tout ce qu'il vient de voir. Mais pour Tony, la menace n'est pas assez grande pour mobiliser les Avengers. Il reproche à Peter de ne pas être suffisamment mature, car sans internet, il n'aurait pas pu le localiser et envoyer l'une de ses armures. Alors à nouveau, Peter doit se contenter d'être l'araignée sympa du quartier. Sur le chemin du retour, il découvre que les dealers ont fait tomber une arme. Il décide alors de l'emmener avec lui pour l'étudier, pendant que le vautour s'énerve contre son équipe, car ils ont attiré bêtement l'attention en tirant en pleine ville. Le lendemain, Peter étudie la pièce, sauf que les gardes la retracent jusqu'au lycée. Alors Peter se cache et lance un Spider-Drone pour les espionner. Le signal indique qu'ils partent à Washington, exactement comme son équipe de décathlon. Alors Peter décide de les rejoindre de nouveau, lorsqu'Happy s'aperçoit qu'il a quitté la ville. Et ça en est trop pour lui parce qu'il veut voler de ses propres ailes. Il enlève la balise GPS de son costume, pendant que Ned désactive les protocoles de sécurité, ce qui lui donne accès à toutes les fonctionnalités. Peter fait connaissance de Karen, l'IA du costume, lorsqu'il lui demande de retracer le traceur qu'il a déposé. Sur place, il comprend que les dealers planifient un braquage lorsque le vautour arrive pour cambrioler un camion. Spider-Man tente alors de l'en empêcher, sauf qu'il ne maîtrise pas du tout les nouvelles fonctionnalités et chute dans le camion, avant de se prendre le plafond en voulant en sortir.
À son réveil, il comprend qu'il est dans la chambre forte du Damage Control, une agence gouvernementale qui nettoie les dégâts des super-héros tout en traquant les menaces. Le problème, c'est que Peter est bloqué. Il décide donc de suivre un tutoriel pour maîtriser le costume, lorsque Karen lui annonce qu'il a en sa possession une bombe Chitauri. Le problème, c'est que Ned en trimballe également une dans son sac à dos, alors Peter fait tout pour s'échapper. Une fois dehors, il court rejoindre ses amis, mais personne ne l'écoute. Et au sommet du Washington Monument, le noyau explose dans l'ascenseur où se trouvent ses amis. Il escalade le monument pour les sauver, sauf que l'ascenseur est sur le point de lâcher, alors son drone de reconnaissance cherche un point d'entrée. Mais n'oubliez pas, il est strictement interdit d'intervenir sans l'accord du gouvernement. Des soldats arrivent pour l'arrêter, donc Peter les contourne pour rentrer dans le bâtiment et sauver ses amis. À son retour, il décide de vérifier les caméras du costume et remonte jusqu'à la vente d'armes, ce qui le conduit à Aaron Davis qui lui indique où trouver les dealers. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le FBI est déjà au courant. Spider-Man part sur le ferry et observe la scène depuis les hauteurs, mais Tony l'appelle au mauvais moment. Peter accroche pour réceptionner les clés et neutralise les revendeurs. Sauf qu'encore une fois, il fait tout capoter. Le vautour intervient et Peter utilise une toile taser sur son arme qui finit par trancher le ferry en deux. Il tente alors de maintenir les deux parties du bateau ensemble, mais ces toiles le lâchent une par une. Et le seul moyen de le retenir est avec sa propre force. Heureusement, Tony intervient encore une fois pour souder le bateau et sauver les passagers, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, le met hors de lui. Il reproche à Peter d'avoir piraté le costume, de ne pas l'avoir écouté et d'avoir mis des civils en danger, puisque c'est Tony qui avait mandaté le FBI et Peter a tout fait capoter. Alors Tony ne cherche plus à comprendre, il lui reprend le costume. Peter rentre chez lui et décide de mettre Spider-Man de côté pour retrouver sa vie normale, et accepte d'accompagner Liz au bal de fin d'année. Sauf qu'une fois devant chez elle, c'est la douche froide. L'homme que Peter traque depuis des semaines est le père de celle qu'il aime. Durant tout le trajet, Toomes le teste et l'observe lorsque sa fille révèle qu'il était en stage chez Stark et qu'il traînait avec Spider-Man. Et c'est dans ce silence qu'il remonte tous les événements. Il comprend que Peter est Spider-Man. Une fois arrivé au bal, il attend que sa fille sorte de la voiture pour menacer Peter. Il lui demande de le laisser faire son business, sinon il le tuera lui et tous ses proches. Mais au bal, l'esprit de Peter est ailleurs, alors il abandonne Liz et part enfiler son costume. Sauf que le choqueur l'attendait. Peter l'entoile et vole la voiture de Flash pour retrouver le vautour. Il demande alors à Ned de localiser son téléphone pour le guider jusqu'à l'entrepôt où il se cache. Mais Toomes l'attendait car il savait que Peter viendrait et détruit alors les fondations de l'hangar pour le bloquer sous les débris. Mais sans la technologie Stark, est-ce que Peter peut être un bon Spider-Man? Face à son reflet, il repense aux paroles de Stark. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Ce qui lui redonne un élan de motivation pour se sortir de là et stopper le vautour qui attend le décollage de l'avion des Avengers. Peter s'accroche à ses ailes pendant que Toomes cherche de la marchandise, mais il se fait démasquer et leur combat fait perdre le contrôle de l'appareil. Peter donne tout pour éviter le pire, mais l'avion s'écrase quand même sur la plage. Toomes le neutralise une bonne fois pour toutes et repart avec de la marchandise, sauf que sa combinaison prend feu et alimente les réacteurs Arc. Mais Peter n'est pas un assassin. Il sort le vautour des flammes et l'attache avec ses toiles pour le laisser aux autorités avant de disparaître. Quelques jours passent, la vie reprend au lycée, mais Liz doit déménager. Toutefois, quelque chose a changé chez Peter. Il est plus calme et plus posé, comme si cette nuit-là l'avait fait grandir d'un coup. Happy lui donne alors rendez-vous dans les toilettes du lycée pour le conduire au QG des Avengers. Tony Stark lui propose d'intégrer l'équipe, en lui offrant un nouveau costume, mais Peter refuse. Il veut rester l'araignée sympa du quartier que les gens appellent quand ils ont besoin d'aide. Sauf qu'en prison, les rumeurs sur le fait que le vautour connaît l'identité de Spider-Man commencent à circuler. Et ce n'est pas le seul cas parce que le monde continue de tourner. Spider-Man ne pourra plus jamais rester à l'abri des menaces car quelque chose de plus grand est en train d'arriver. 2 ans se sont écoulés depuis les accords de la Sokovie et le monde n'a pas attendu Peter pour continuer d'avancer. Le Wakanda a réveillé Bucky pour le libérer mentalement d'Hydra. Hulk s'est installé sur la planète Sakaar où il est devenu champion d'arène de combat avant de prendre la fuite avec Thor. Quant à Thor, justement, il revient sur Terre avec Loki pour retrouver leur père Odin. Sauf que le Docteur Strange, un sorcier secret devenu le protecteur de la Terre contre les menaces mystiques et dimensionnelles, veut s'assurer que Thor reparte sans causer de problème, car il détient en sa possession la pierre du temps. Une autre pierre d'infinité qui veille à la stabilité de cet univers. Heureusement, les intentions de Thor sont pures, il souhaite juste retrouver son père et protéger son royaume de sa sœur Hela, responsable de la destruction d'Asgard. Après la destruction d'Asgard, le peuple asgardien part en direction de la Terre, sauf que Thanos les attend. Il vient tout juste de récupérer la pierre du pouvoir sur Xandar et menace de tuer Thor si Loki ne lui remet pas le Tesseract. Hulk tente tant bien que mal de l'arrêter, même si c'est perdu d'avance. Heimdall l'envoie sur Terre via le Bifrost pour être sûr d'avoir une chance avant qu'il se fasse tuer, pendant que Ebonimo remet le Tesseract à Thanos qui en extrait la pierre d'infinité. Thanos vient d'obtenir 2 pierres d'infinité et l'Ordre Noir s'apprête à envahir la Terre. Loki se propose comme guide vu qu'il connaît déjà la planète, puisque rappelez-vous, c'est Thanos qui l'a envoyé à New
York. Mais quand il tente de le poignarder, Thanos anticipe et le tue sous les yeux de son frère. Au même moment, Bruce Banner s'écrase dans le sanctuaire du Docteur Strange. Alors il ne perd pas plus de temps et convoque Tony car le temps presse. Wong explique qu'après le Big Bang, 6 pierres d'infinité aux capacités destructrices ont été dispersées à travers l'univers. L'espace, la réalité, l'esprit, l'âme, le pouvoir et le temps. Bruce implore Tony d'appeler Steve Rogers puisque Thor est mort, mais Tony hésite vu que leurs relations sont au plus bas depuis les accords de Sokovie. Et de toute façon, il est déjà trop tard. Ebonimo et Culobsidian viennent d'arriver à New York pour récupérer la pierre du temps. Heureusement, le Spider-Sense de Peter s'éveille et il part voir ce qui se passe pendant qu'Iron Man affronte Culobsidian. Spider-Man lui vient en aide pendant que Mo neutralise Wong et s'apprête à emmener Strange dans son vaisseau mais sa cape résiste. Peter tente de le sauver mais le vaisseau les aspire tous les deux. Wong téléporte Culobsidian pour permettre à Tony de retrouver Peter et le Docteur Strange malgré que le vaisseau prend de l'altitude. Il débloque alors le 17A pour sauver Peter avant que son parachute s'active. Mais Peter refuse d'abandonner. Il se faufile discrètement dans le vaisseau pendant que Tony rentre pour analyser les lieux. Entre-temps, Bruce prend le téléphone de Stark pour appeler le Capitaine pendant que les gardiens de la galaxie naviguent tranquillement dans l'espace lorsque Thor tombe sur leur pare-brise. Dis-toi ça! Il le ramène à bord, Mantis le réveille et Gamora lui relève être la fille adoptive de Thanos, puisque par le passé, il a massacré la moitié de sa planète pour l'adopter. Elle explique que l'unique obsession de Thanos est de récupérer les 6 pierres d'infinité afin de rétablir l'équilibre cosmique. En gros, exterminer 50% de la population pour éviter une famine mondiale et protéger les ressources de la planète. Mais pour arrêter Thanos, Thor a besoin d'une nouvelle arme, vu que sa sœur a détruit son marteau. Alors avec Rocket et Groot, ils partent forger une arme à Nidavellir, pendant que le reste des gardiens va chez le collectionneur où se cache la pierre de réalité. Au même moment, Vision et Wanda vivent le parfait amour en Écosse jusqu'à ce qu'ils aperçoivent les images de New York et apprennent la disparition de Tony. Vision se fait planter pour qu'on lui retire la pierre, ce qui affaiblit considérablement son organisme. Et Wanda n'arrive pas à contenir la menace, et heureusement le Capitaine est là. Avec Natasha et Sam, ils affaiblissent les deux sbires de Thanos qui décident de prendre la fuite. Donc c'est l'occasion parfaite pour retourner tranquillement au QG des Avengers. Du côté de Gamora, elle supplie Peter de la tuer si jamais Thanos la capture, puisqu'elle est la seule à savoir où se trouve la pierre de l'âme. Alors Gamora l'attaque et réussit à le tuer, sauf que c'était une illusion. Thanos est déjà emparé de la pierre de réalité et les gardiens ne peuvent pas rivaliser contre lui. Star-Lord le menace, mais au vu de sa promesse, il doit tirer à contre-cœur sur Gamora. Lorsque Thanos modifie une fois de plus la réalité avant de disparaître. Le lendemain, au QG des Avengers, Thaddeus Ross parle avec Rhodes, qui lui fait part de sa déception puisqu'ils ont perdu des alliés. Lorsque le Capitaine et son équipe le rejoignent et que Ross leur reproche leur trahison. Sauf que le Capitaine se passe de son pardon car ils ont déjà perdu Tony Stark. Ensemble, ils établissent un plan pour détruire la pierre de Vision avant que Thanos puisse la récupérer. Sauf que Bruce explique que Vision est un mélange de Jarvis, d'ADN humain et de la pierre. Alors si on l'en extrait ses facultés, ça pourrait prendre des heures. En revanche, le seul endroit capable de réaliser cet exploit, c'est le Wakanda. Le roi T'Challa met alors à disposition des Avengers son armée et présente le retour de Bucky. Quant à Strange, il est retenu prisonnier et torturé, mais Iron Man est là, tout comme la Cape et Spider-Man qui s'est glissé à bord. Parce que Peter ne peut plus être l'araignée sympa du quartier s'il n'y a plus de quartier à défendre. Ensemble, ils établissent un plan, Tony attire Ebonimo et crée un trou dans la coquille, pendant que Spider-Man rattrape Strange avant que le portail se referme. Sauf que le Docteur Strange veut faire un demi-tour pour protéger la pierre, mais Tony veut attaquer Thanos sur son propre terrain pour le surprendre. Strange accepte, mais le prévient que lui et Peter ne passeront jamais avant la pierre. Te voilà un Avenger. Dans le vaisseau de Thanos, Gamora lui reproche d'avoir exterminé son peuple. Parce que comme je vous l'expliquais, pour lui, exterminer 50% de la population, c'est juste un moyen d'éviter la famine. Gamora refuse de lui dire où se situe la pierre de l'âme, donc Thanos l'emmène vers sa sœur Nebula qu'il torture pour la forcer à parler. Lorsqu'un enregistrement la trahit car elle dit savoir où se trouve la gemme. Sur le chemin, Rocket offre un œil à Thor, mais à Nidavellir, la forge est à l'arrêt, puisque l'étoile est éteinte et le peuple nain a été massacré. Etri relève que Thanos a forcé son peuple à forger le gant avant de tous les tuer. Mais Thor réussit à le convaincre de créer une nouvelle arme, et se porte volontaire pour maintenir le mécanisme afin de rallumer l'étoile. Pourtant, quand le métal est prêt, il manque le manche. Alors Groot décide d'en faire un avec son propre bras. Au même moment, Nebula se libère et contacte les gardiens pour qu'ils se retrouvent sur Titan, pendant que Tony, Peter et Strange viennent d'y atterrir. Lorsque Peter leur avertit que quelque chose est en approche, les gardiens de la galaxie les affrontent lorsque Star-Lord leur demande qui ils sont. On est les Avengers, mec. Chacun d'eux sont alors en train d'établir un plan pour pouvoir arrêter Thanos, pendant que Strange étudie les probabilités de victoire, puisque sur plus d'1 million de scénarios, les Avengers ne gagnent qu'une fois. À Vormir, Thanos arrive avec Gamora et tombe sur le gardien de la pierre, Crâne Rouge, un ancien soldat que le Capitaine avait affronté, qui a été exilé ici puisque le Tesseract l'a banni. Crâne Rouge leur explique que pour obtenir la pierre de l'âme, il faut sacrifier un être cher, mais Gamora rigole car elle sait que Thanos n'aime personne. Et pourtant c'est faux. Thanos pleure car il comprend que pour réussir son plan, il doit tuer sa fille, donc Gamora tente de se suicider. Sauf qu'il en empêche pour la jeter dans le vide avant de se réveiller avec la pierre de l'âme dans la main. Au Wakanda, les Avengers se font accueillir par l'armée de T'Challa ainsi que par Bucky. Vision se fait alors soigner par Shuri pour extraire la pierre de l'esprit, lorsque Okoye perçoit un objet dans l'atmosphère. L'armée de Thanos essaie de briser le dôme de protection, alors l'équipe doit se préparer à l'assaut, puisque les aliens commencent à passer le
portails. Chacun d'eux tente de les détruire, mais pour éviter d'être pris à revers, T'Challa décide d'ouvrir une passerelle du portail. Wakanda pour toujours! Les affrontements perdurent, mais les aliens sont inarrêtables, et tous les Avengers sont en difficulté. Mais heureusement, Thor arrive avec Rocket et Groot. Sur Titan, Thanos arrive face à Strange pendant que les autres observent. Il explique que Titan était autrefois magnifique, mais que sa planète risquait d'épuiser ses ressources. Malgré tout, personne ne l'a écouté quand il a proposé un génocide. Et c'est finalement ce qui a motivé sa quête, parce qu'il ne veut pas qu'une autre planète subisse le même sort que la sienne. Les Avengers lancent l'assaut pendant que Spider-Man l'aveugle et que chacun d'eux s'attaque à lui. Spider-Man intervient pour le frapper à travers les portails de Strange, lorsque Nebula lui fonce dessus avec un vaisseau pour le mettre au sol. Et les Avengers sont proches de réussir leur plan. Mantis endort Thanos pendant que les autres le retiennent et tentent de lui retirer le gant. Mais quand Quill apprend qu'il est revenu sans Gamora, il pète un câble et le frappe jusqu'à ce qu'il se réveille. Alors Thanos les neutralise tous et détruit une planète pour la téléporter sur Iron Man, pendant que Spider-Man tente de secourir tous les membres. De retour au Wakanda, le combat continue et Thor en profite même pour présenter Groot à Steve. Pourtant, la situation l'exige, Wanda est obligée de quitter Vision pour intervenir sur le champ de bataille. Alors Corvus Glaive profite de son absence pour attaquer Vision lorsque Bruce s'interpose. Il affronte Cull Obsidian pendant que Steve arrive et se bat pour Corvus Glaive avant que Vision ne le plante. Mais le combat est encore loin d'être fini. Strange tente de duper Thanos et Stark l'affronte sans succès. Il le plante et s'apprête à le tuer lorsque Strange lui demande de l'épargner en échange de la pierre du temps. Alors que rappelez-vous, de base, Strange faisait passer cette pierre avant tout. Finalement, le Docteur Strange offre la pierre à Thanos avant qu'il s'enfuit. Au Wakanda, le combat est beaucoup plus calme puisque l'Ordre Noir est vaincu et les Avengers se regroupent autour de Vision. Sauf que Thanos est là et aucun d'eux n'arrive à rivaliser. Wanda tente alors de le contenir tout en brisant la pierre et pourtant ce n'est pas suffisant puisque Thanos remonte le temps et la récupère sur Vision afin d'obtenir la pleine puissance. Thor arrive à le stopper en lui plantant Stormbreaker dans le torse, mais ce n'est malheureusement pas suffisant puisque Thanos réussit à claquer des doigts. Les Avengers disparaissent un par un et personne ne comprend ce qu'il se passe. Lorsque Strange explique qu'il n'y avait pas d'autre moyen, même Spider-Man meurt dans les bras de Tony. Pour la première fois, les Avengers ont perdu leur combat. 50% de la planète vient de s'éteindre en un claquement de doigts et Thanos peut enfin se reposer. Mais les Avengers n'ont pas dit leur dernier mot. Lors de l'éclipse, Nick Fury comprend que quelque chose ne va pas et appelle Captain Marvel avant de mourir, car dans les années 80, il a fait sa connaissance et c'est elle qui a inspiré à créer l'initiative Avengers, puisque ses pouvoirs sont liés au Tesseract et elle seule peut peut-être changer la donne. Sachant qu'au même moment, Scott Lang est bloqué dans le royaume quantique puisque ses associés viennent d'être éclipsés. Et Hawkeye n'a pas pu profiter de sa retraite car il perd également sa famille. 22 jours après le clap de Thanos, Tony et Nebula sont bloqués dans l'espace. Ils tentent de retourner sur Terre, mais Tony ne sait pas s'il arrivera à rejoindre Pepper vu qu'il n'a pratiquement plus de provisions. C'est là que Carol Danvers apparaît pour les sauver. Elle les ramène au QG des Avengers et le bilan tombe. Thanos a réussi à éliminer 50% de la population. Les survivants tentent de le localiser, mais Stark reproche à Steve de ne pas l'avoir eu à ses côtés pour le combattre, avant qu'il tombe dans les pommes. Pourtant Thanos est bien quelque part. Heureusement Nebula sait où le trouver, puisque quand il l'a torturé, il lui parlait d'un jardin où il voulait se réfugier après avoir tout accompli. Lorsque Rocket détecte une explosion récente similaire à celle des gemmes. Les Avengers partent alors dans l'espace pendant que Captain Marvel part en reconnaissance. Thanos est seul, affaibli et sans armée. Alors les Avengers l'attaquent et lui tranchent la main. Sauf que contre toute attente, les gemmes ont disparu, puisqu'ils sont servis pour les détruire et achever son œuvre. Je suis inéluctable. Mais c'en est trop pour Thor, alors il lui coupe la tête avant de repartir. Mais est-ce vraiment fini? 5 ans ont passé depuis le clap de Thanos, et la Terre est plus vite que jamais. Chacun essaie de relativiser comme il peut, mais contre toute attente, un rat fait ressortir Scott du tunnel quantique. Sauf qu'il ne comprend pas ce qu'il se passe. Tout est abandonné, et son nom apparaît même sur une pierre tombale. Il fonce alors chez lui, et sa fille a bien grandi. Il décide alors de partir au QG des Avengers, parce qu'il a peut-être une idée. Ces 5 dernières années, il était bloqué dans le royaume quantique, alors il suggère de faire un casse temporel, c'est-à-dire de revenir dans le temps, afin de récupérer les gemmes et vaincre Thanos. Les Avengers se partent convaincre Tony Stark de revenir, sauf qu'il refuse parce qu'entre-temps, il a eu une fille et le risque est trop gros. Il se tourne alors vers Bruce qui a fusionné avec Hulk, mais il refuse également car il n'a pas les compétences pour ça. En revanche, quand Tony fait la vaisselle, il tombe sur une vieille photo de lui et Peter Parker. Il se met alors à étudier la physique quantique lorsqu'il s'aperçoit que le plan est faisable. Le lendemain, l'équipe commence la phase de test, mais fait face à quelques complications. Heureusement, Tony est là pour sauver la situation. Il a mis au point un GPS spatio-temporel pour voyager dans le temps, mais avant de repartir, il rend le bouclier à Steve, le temps que les autres partent rechercher le reste de l'équipe. Rocket et Bruce partent en Norvège à la recherche de Thor malgré qu'ils soient en très mauvais point. Bruce essaie de le rallier à leur cause mais Thor accepte à demi-mot. Au Japon, Clint Barton est devenu un justicier masqué qui n'hésite pas à tuer. Malgré tout, Natasha tente de le raisonner, puisque tuer tous ces hommes ne lui rendra pas sa famille, d'autant plus qu'ils ont peut-être une chance de corriger ce que Thanos a fait. L'équipe étant complet, il est donc temps de voyager dans le temps. Scott essaie mais stresse beaucoup trop, alors Clint se porte volontaire vu qu'il leur reste seulement qu'un essai. Sur place, il retourne
retrouve sa maison de campagne où se cache sa famille. Donc le test de voyage temporel fonctionne bel et bien. Les Avengers décident alors de se diviser en 3 équipes pour partir dans le passé. Tony, Steve, Scott et Bruce partent à New York en 2012, puisque 3 pierres d'infinité y sont disponibles. Bruce part récupérer la pierre du temps chez l'ancien, le prédécesseur du Docteur Strange, pendant que Steve, Tony et Scott partent à l'ancien QG des Avengers. Steve part récupérer le sceptre, pendant que Ant-Man s'introduit dans le réacteur arc de Tony pour voler la valise. Mais Hulk propulse le Tesseract vers Loki qui s'enfuit avec. Ce qui d'ailleurs donne naissance à une histoire alternative qui est liée au prochain Avengers. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais potentiellement vous faire une vidéo. Tony et Ant-Man ont échoué puisqu'ils n'ont pas réussi à prendre le Tesseract et il n'y a plus de particules pour voyager. Tony demande alors à Steve de lui faire confiance pour aller en chercher dans une autre époque, pendant que Scott déposera le sceptre au QG. Ensemble, ils s'infiltrent dans les sous-sols du Shield lorsque Tony récupère le Tesseract et tombe par hasard sur son père, pendant que Steve vole les particules d'Hank Pym et tombe sur son amour de jeunesse. Quant à Thor et Rocket, ils partent sur Asgard en 2013 pour récupérer les terres, sauf qu'il n'est pas à l'aise en revoyant sa mère, d'autant plus qu'elle comprend que son fils vient du futur grâce à ses pouvoirs de sorcière. Au même moment, Rocket plante Jane Foster pour lui voler les terres, mais il se fait prendre en chasse. Alors il faut vite partir, mais avant de fuir, Thor décide quand même d'appeler Mjolnir. J'en suis toujours digne. Rhodes et Nebula partent sur Morag en 2014, pendant que Clint et Natasha partent sur Vormir, où ils se battront pour se sacrifier afin de récupérer la gemme, lorsque Clint la récupère à son réveil. Sauf qu'en 2014, Gamora, Nebula et Thanos cherchent également les pierres d'infinité, et le capteur de Nebula révèle l'échange entre elle et War Machine. Le Thanos du passé décide alors de la brancher pour lire sa mémoire interne, et comprend qu'il s'agit d'une Nebula provenant du futur 9 ans plus tard. Et quand la Nebula du présent vole l'orbe, son capteur se synchronise avec la Nebula du futur avant qu'elle ne prenne la fuite. Thanos comprend alors qu'il a réussi son œuvre dans le futur et demande à Nebula de lui prouver sa loyauté pour l'aider dans sa quête. Mais Nebula du présent n'a pas le temps de prévenir ses coéquipiers car elle se fait embarquer et voler la particule de Pym. Ce qui remet absolument tout le plan en jeu. Les Avengers ont récupéré toutes les pierres et se retrouvent au QG. Sauf que Natasha manque à l'appel et la fausse Nebula est parmi eux sans que personne ne le sache. Mais malgré leur peine, ils décident de créer un gant avec les gemmes pour ramener à la vie ceux qui sont morts. Bruce décide de se charger du claquement de doigts puisque les gemmes fonctionnent en rayon gamma, même s'il finira par s'évanouir. Et ça a marché puisque Hawkeye reçoit un appel de sa femme. Les habitants de la planète sont bien de nouveau ressuscités. Mais au même moment, Nebula pirate la machine temporelle pour ramener l'armée de Thanos qui détruit le QG des Avengers. Heureusement, Hawkeye trouve le gant, sauf qu'une armée est à ses trousses. Thanos décide d'attendre le temps que Nebula aille chercher les gemmes, pendant que Gamora veut savoir comment sa relation évoluera avec sa sœur. Et elle décide de la rejoindre. Quand la Nebula du passé retrouve les gemmes, elle tente de tuer Clint, mais Gamora s'interpose et la Nebula du futur la tue. Au même moment, Iron Man retrouve Captain sous les débris et lui donne le bouclier pendant que Thor observe Thanos. Et tous les trois, ils décident d'aller le confronter. Le combat éclate, Thanos les neutralise et il s'apprête à tuer Thor avec le Stormbreaker lorsque le Captain le stoppe avec Mjolnir. Au final, ça ne change pas grand chose puisque Thanos détruit son bouclier et l'envoie au tapis. Ce qui de base était une simple quête commence à devenir une vengeance personnelle pour Thanos. Il ramène son armée pour s'apprêter à massacrer la planète lorsque contre toute attente, les Avengers débarquent au fur et à mesure. Rassemblement. Spider-Man retrouve enfin Tony, mais le repos est de courte durée, puisqu'il faut maintenant ramener les pierres dans leur flux temporel. Le problème, c'est que Thanos s'interpose, alors Wanda tente de le tuer. Ebonimo ramène le gant vers lui, mais Peter le rattrape et prend la fuite avec. Néanmoins, comme Thanos est sur le point d'être tué, le vaisseau tire sur l'arène de combat pour déstabiliser les Avengers, ce qui touche Spider-Man. Heureusement, Captain Marvel arrive pour détruire leur vaisseau et atterrit devant Peter pour récupérer le gant. Thanos n'abandonne pas et lance son épée dans la machine temporelle. Les Avengers tentent d'attraper le gant, mais il les neutralise. Et lorsqu'il s'apprête à claquer des doigts, Captain Marvel le bloque. Donc Thanos extrait la pierre du pouvoir pour se débarrasser d'elle. Thanos est donc tout proche de son deuxième claquement de doigts. Strange regarde Tony puisque c'est la dernière chance, alors Tony se jette sur lui, mais Thanos le repousse et claque des doigts. Sauf qu'il échoue puisque c'est Tony qui récupère les gemmes et claque des doigts. Thanos et toute son armée finissent par mourir, malheureusement l'organisme de Tony n'a pas supporté le choc. Quand Peter arrive pour lui dire qu'ils ont gagné, il est déjà trop tard, parce que Tony finit par mourir dans les bras de Pepper, lorsque l'équipe se rejoint quelques jours plus tard pour les funérailles de Tony. Grâce à lui, la vie reprend son cours puisque les Avengers peuvent retrouver leurs proches. Mais il y a une dernière quête à finir. Le Capitaine décide de rapporter les gemmes dans leur flux temporel, mais lorsqu'il revient, il n'est plus le même homme, puisqu'il a vécu sa vie et décide d'offrir son bouclier à Sam. Mais dans un monde sans Tony Stark, le monde n'a plus la même saveur. Peter rêvait de se faire une place parmi les Avengers. Cependant, il n'imaginait pas que la perte de Tony lui coûterait autant. Puisque quand Peter pensait qu'il n'était rien sans son costume, Tony lui a appris qu'il était tout sans lui. Mais depuis qu'il est mort, le monde s'attend à ce que Peter prenne sa place. Et même Nick Fury veut lui proposer de nouvelles missions. Sauf que Spider-Man n'est pas encore prêt pour ça. Son lycée publie un journal d'hommage aux Avengers et explique que les éclipsés ont retrouvé le même âge qu'avant, alors que les autres ont vieilli de 5 ans. Chacun essaie d'aller de l'avant et ça tombe bien parce que Peter aussi. Sa classe prépare un voyage scolaire en Europe et Peter veut profiter de Venise pour se rapprocher
rapprocher d'MJ. Pourtant, les menaces, elles, ne cessent jamais. Nick Fury et Maria Hill sont au Mexique car une ville vient d'être ravagée par ce qui ressemble à une tempête. Lorsque Mysterio sort de nulle part pour affronter l'élémental. Quand Peter prépare sa valise, il continue d'ignorer les appels de Nick Fury, puisqu'il veut mettre Spider-Man de côté pendant ses vacances. Et sa seule menace, c'est finalement Brad, puisqu'il tente de se rapprocher d'MJ. Il demande alors à Ned d'échanger sa place avec Betty pour s'asseoir à côté d'elle, mais son plan échoue. Le prof repasse lui-même les étudiants et Peter se retrouve à côté de lui pendant que MJ se rapproche de Brad. Il tente le tout pour la séduire, quitte à même nettoyer les chiottes avant qu'elle n'arrive. Mais rien ne fonctionne. Les étudiants s'installent à l'hôtel et repartent visiter pendant qu'il part rechercher un collier à MJ. Mais la ville cache des surprises. Peter remarque un changement dans les eaux lorsqu'un élémental d'eau apparaît et s'en prend à la ville. Mysterio arrive aussitôt pour l'affronter et Peter décide de lui porter main forte en préservant son identité du mieux qu'il peut. L'élémental est attiré hors de la ville pendant que Peter s'assure qu'aucun bâtiment ne s'effondre sur les civils. Faites comme Peter, lui il a activé la cloche pour regarder les vidéos de Kevoni. Mysterio finit par détruire l'élémental et repart aussitôt, sauf que les médias cherchent à savoir qui il est. Une fois à l'hôtel, Nick Fury neutralise Ned pour expliquer le danger de la situation à Peter, sauf qu'ils se font sans arrêt déranger. Alors ensemble, ils partent en direction de la base secrète lorsque Fury offre à Peter les lunettes de Tony Stark. Une fois dans la base secrète, Fury lui présente son équipe et surtout Quentin Beck alias Mysterio. Il lui explique venir d'une autre réalité, que la planète de Peter fait partie de l'univers 616 et qu'il souhaite éviter que son monde finisse comme le sien, puisque les élémentaux sont des créatures au pouvoir distinct, la Terre, l'eau, la roche et le feu. Et le dernier que Mysterio n'a pas encore vaincu s'apprête à frapper Prague. Sauf que Peter refuse de se joindre à eux car il estime ne pas avoir les compétences. Selon lui, la mission devait être déléguée à quelqu'un d'autre comme Thor, Strange ou encore même Captain Marvel. Surtout que cette mission relèverait finalement son identité secrète à ses camarades. Mais le lendemain, le chauffeur est envoyé par Nick Fury, alors Peter n'a pas vraiment le choix. À destination, un agent l'attend avec le nouveau costume pour lui éviter d'être reconnu, lorsque Brad surgit au mauvais moment. Sur la route, Peter enfile les lunettes et prononce le mot Edith, ce qui lui donne accès à l'intégralité des satellites d'armement et de télécommunication de Stark. Lorsque maladroitement, il dit que Brad est une cible et que le système déploie un drone pour le tuer. Flash prend ses lunettes pour rigoler, mais Peter le neutralise pour corriger son erreur. Sauf qu'au moment où le drone demande confirmation, l'une de ses camarades lui pose une question et Peter répond non. Alors pour dévier le tir, il met un coup de volant et fait diversion pour détruire le drone. Le soir même, à l'opéra, MJ propose à Peter de s'asseoir à côté d'elle, sauf qu'il doit partir en mission pour vaincre le dernier élémental. Sauf que MJ, Ned et Betty décident également de quitter la salle parce qu'ils pensent que Peter est parti au carnaval. On voit finalement que Peter Parker n'est pas encore prêt et que sa double vie peut porter préjudice. Nick Fury lui dit que Stark a fait une erreur en lui offrant ses lunettes, puisqu'à la première occasion, il a failli tuer ses camarades. Alors Mysterio décide de le rejoindre pour lui remonter le moral, mais aussi pour lui dire que l'équipe a besoin de lui. Spider-Man enfile alors son nouveau costume et attend l'élémental au-dessus de la fête foraine, pendant que Ned et Betty sont dans un manège. Mais l'élémental de feu surgit et commence à tout détruire. Alors Mysterio l'attaque le temps que Peter le prenne à revers, et quand Peter tente de glisser une toile, il met la main sur quelque chose d'invisible que MJ s'en aperçoit. Et ça va absolument tout changer. Peter retient la grande roue pendant que Mysterio concentre toute sa puissance pour tuer l'élémental. Le combat se finit et Nick Fury dit à Mysterio que le monde a besoin d'un héros comme lui, alors il lui donne rendez-vous à Berlin. Mais pour Peter, il n'est pas aussi mielleux. Il lui rappelle que Stark a fait de lui un Avenger, que ce choix n'est pas anodin et que Peter doit maintenant assumer ses responsabilités. Peter se retrouve avec Beck lorsqu'il lui dit qu'il a du mal à gérer ses deux vies. Lorsque Beck se moque de sa tête, T'as l'air stupide avec ça. Peter lui dit d'essayer pour voir, mais se demande si Tony ne voulait juste pas qu'il délègue ça à quelqu'un de confiance. Parce qu'il est certain que Peter n'a pas l'étoffe d'un prochain Tony Stark. Alors Peter prend une décision. Il transfère l'intégralité des fonctions d'Edith à Quentin Beck. Et ça, comment dire ? C'était une erreur monumentale, puisque Mysterio est un illusionniste. C'est lui qui avait conçu le système d'horlographie que Stark présentait avant les accords de Sokovie, mais Stark l'a licencié. Alors avec son équipe et sa technologie, Quentin Beck a tout fabriqué. Les élémentaux, les attaques et même les sauvetages héroïques étaient une mise en scène. Il souhaite juste se servir de sa technologie pour pouvoir dominer la Terre et être un Avenger. Au vu des nombreuses attaques, l'école de Peter décide de rentrer plus tôt, c'est pourquoi il invite MJ à sortir. Sauf que dehors, elle lui relève qu'elle sait qu'il est Spider-Man. Elle lui montre ce qu'elle a trouvé lorsqu'un hologramme surgit de nulle part. Peter comprend instantanément que tout ça n'était qu'une illusion et il lui révèle absolument tout. Je suis Spider-Man. Entre-temps, Beck s'entraîne pour son final à Londres, mais il s'aperçoit qu'il manque un projecteur. Il menace alors son équipe pour leur négligence et décide de tuer Peter puisqu'il est au courant. Spider-Man se prépare alors à l'arrêter lorsque Nick Fury le récupère et l'emmène dans un local sécurisé pour parler de Mysterio. Mais encore une fois, c'est un piège. Peter explique tout ce qu'il sait sur Quentin Beck,
lorsque son Spider-Sense ressent sa présence. Puis le bâtiment reprend alors progressivement son apparence normale et un drone tire sur Nick Fury. Mysterio commence alors à enfermer Spider-Man dans des illusions qui perturbent tous ses sens et qui jouent avec ses peurs les plus profondes. Nick Fury intervient pour le neutraliser et tente de comprendre qui est au courant de l'identité de Mysterio pour les protéger. Sauf que c'était encore une fois un piège, puisque Mysterio s'est servi de sa naïveté pour le projeter sur un train. Peter se réveille dans une cellule aux Pays-Bas et décide de se libérer pour emprunter le téléphone d'un marchand pour appeler Happy. Parce qu'Happy est le seul à ne pas être visé par Mysterio. Quand Happy arrive, Peter culpabilise de s'être planté, sauf qu'il lui dit que Tony a fait d'innombrables erreurs, mis à part celle de lui avoir fait confiance. Spider-Man décide alors de retrouver ses amis et de se fabriquer un nouveau costume. Au même moment, Nick Fury et Maria Hill partent à Londres puisqu'un satellite détecte un nouveau séisme. Lorsqu'un collègue de Beck les intercepte pour les conduire plus facilement à lui, étant donné qu'il veut les cibler avec Nick Fury. Mais Spider-Man a tout prévu. Happy avertit Fury grâce à un message codé, pendant que l'holographie de Mysterio s'active et conduise les civils à prendre la fuite. Spider-Man s'approche alors de l'arène et plonge dans l'illusion, pendant que Maria Hill monte sur le toit avec un bazooka pour protéger Fury. Peter en profite pour relier tous les drones avec ses toiles avant de les neutraliser avec ses toiles électriques, ce qui désactive l'hologramme de Mysterio et permet à Maria Hill d'exploser le drone qui cible Fury. Spider-Man tente dorénavant de rejoindre Beck, vu qu'il vient de détruire l'avion d'Happy, qui était censé évacuer ses amis. Mais heureusement, il trouve refuge dans un musée. Mais ce n'est pas pour autant fini. Spider-Man fait son nécessaire pour détruire les drones malgré qu'il n'a plus de lance-toile. Il anticipe la puissance d'une bombe pour se propulser et arrêter Mysterio. Sauf qu'une fois sur le ponton, Beck lui dit que s'il veut les lunettes, il va devoir venir les chercher. Réveille-toi, ma petite antenne. Grâce à son Spider-Sense, Spider-Man réussit à l'atteindre, mais Beck se fait toucher par un drone. Sauf qu'encore une fois, il s'agissait d'une illusion pour tenter de le tuer. Spider-Man récupère alors Edith et lui demande de détruire tous les drones un par un. Sauf qu'avant de mourir, Quentin dit à Peter que de nos jours, l'humain croit n'importe quoi. Et vous allez le voir, ça va se confirmer vraiment dans quelques minutes. MJ retrouve Peter lorsqu'il lui offre enfin le collier. Spider-Man et ses amis arrivent à l'aéroport, Ned et Betty se séparent et tout le monde rentre à la maison, y compris Nick Fury, ou devrais-je dire plutôt Talos. Le chef des Skrulls, une race extraterrestre capable de prendre l'apparence de n'importe qui, que Nick Fury a rencontré dans les années 80. Mais pas d'inquiétude, c'est bien Nick Fury qui l'a envoyé pour se reposer. Comme Peter et MJ ont officialisé leur relation, ils décident de voltiger ensemble. Sauf qu'avant de mourir, Beck a manipulé l'opinion publique. Il a fait croire à tout le monde que Spider-Man l'a tué en dévoilant sa réelle identité. L'identité de Peter Parker vient d'être révélée au monde entier. Du jour au lendemain, tout le monde le considère comme un assassin, et Spider-Man n'a pas d'autre choix que de fuir la ville qu'il protège. La nouvelle se répand partout, alors pour rentrer chez lui sans se faire repérer, les égouts sont plus pratiques que les rues. Pourtant, même chez lui, il n'est pas en sécurité. Leur appartement est pisté par les médias qui le présentent comme un criminel de guerre. Même le Damage Control décide d'agir puisque les drones tueurs utilisés provenaient de Stark Industries. Il perquisitionne alors l'appartement où vit Peter afin de saisir les preuves nécessaires pendant que ses proches sont interrogés. Mais sa tante May décide de faire appel à l'avocat Matt Murdock pour les défendre. Donc entre-temps, ils partent s'installer chez Happy le temps que la situation se calme. Sauf que Peter a du mal à vivre cette notoriété. Quand il le peut, il s'éclipse avec ses amis sur le toit du lycée dans l'espoir qu'ils obtiennent un retour positif du MIT pour leurs études. Lorsque quelques jours plus tard, ils se rejoignent dans un bar où bosse MJ pour voir s'ils se font accepter par l'école. Sauf que non, mais Peter vient d'avoir une idée. En regardant la décoration d'Halloween, il a pensé au Docteur Strange. Sur place, il découvre que le sanctuaire est enneigé lorsque Wong et le Docteur Strange débarquent. Peter lui explique que ses amis ont leur avenir gâché juste parce qu'ils sont amis avec lui. Mais malheureusement, Strange ne peut plus rien faire puisqu'il n'a plus la pierre du temps. Par contre, il se souvient d'un enchantement. Mais il demande quand même la confirmation à Wong qui est entre-temps devenu le sorcier suprême. Parce que quand Strange a été éclipsé pendant les 5 ans, c'est Wong qui a pris la relève. Et dans les sous-sols, Strange commence à lancer le sortilège. Sauf que Peter l'interrompt à longueur de temps car il oublie de mentionner des personnes dans le sortilège. Sauf qu'avec toutes les modifications, Strange n'arrive pas à contenir le sort et doit l'enfermer d'urgence. Une fois de plus, un adulte reproche à Spider-Man d'être immature. À force d'altérer le sort, si Strange n'aurait pas pris le contrôle, ça aurait pu être très dangereux. Le réel problème dans l'histoire, c'est lui car il essaye de mener 2 vies et que s'il voulait vraiment plaider sa cause, il aurait tout simplement dû appeler l'école. Sauf que comme Peter ne l'a pas fait, il le fout à la porte. Donc Peter appelle Flash pour savoir où se passe la soirée du MIT avant de foncer en direction de l'aéroport pour tenter de convaincre la responsable de l'établissement. Il souhaite qu'elle reconsidère la candidature de ses amis car ils n'y sont pour rien lorsque son Spider-Sense détecte quelque chose. Il lui demande où est sa machine avant de lui jeter une voiture qui l'intercepte en sauvant les passagers à bord. Les deux s'affrontent sur le pont lorsque la voiture de la responsable du MIT est sur le point de tomber dans le vide. Heureusement, Peter la rattrape in extremis, mais les tentacules du Docteur Octopus absorbent sa nanotechnologie. Et quand il tente de le planter, il réalise qu'il n'est pas Peter Parker. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, c'est un peu flou, mais vous inquiétez pas, j'y viens dans quelques instants, je vais tout vous expliquer. Peter en profite pour prendre le contrôle de ses tentacules et sauver la responsable de l'établissement, lorsqu'elle lui promet de parler de son cas et de celui de ses amis au conseil. Sauf que le répit est de très courte durée puisque le bouffon vert arrive sur le pont. Alors Strange intervient pour propulser Peter dans le sanctuaire lorsqu'un lézard et le Docteur Octopus
Octopus surgit. Strange lui explique alors que le sortilège a fait venir dans leur univers toutes les personnes qui connaissent Peter Parker, ce qui peut être très dangereux. Le multivers est un concept complexe. Heureusement, je suis là pour vous expliquer qu'est-ce que le multivers. C'est une multitude d'univers parallèles où se cache un nombre illimité de timelines, répartis sur le même flux temporel. En gros, c'est comme un arbre. Le tronc est le flux temporel et les branches sont des timelines. Elles sont toutes indépendantes et font partie de la même base. Mais les univers, c'est comme des arbres. Il en existe des centaines, voire des milliers. Et dans celui-ci, justement, nous sommes dans l'univers 616. Par exemple, face à Thanos, les Avengers ont utilisé le monde quantique, l'infiniment petit, pour voyager d'une timeline à une autre. Ce qu'on appelle dans le langage de Marvel une incursion. Mais dans ce cadre-là, les Avengers n'ont pas modifié le cours du temps, vu qu'ils ont remis les pierres dans leur timeline d'origine. Cependant, quand vous voyagez d'une timeline à une autre en modifiant le cours du temps, c'est là que ça peut être dangereux. Les timelines sont modifiées et risquent de provoquer un nexus, un point de rupture entre deux timelines. Exactement comme si deux branches se touchaient, parce que les timelines continuent de grandir exactement comme les branches. Mais dans l'univers 616, il y a le tribunal des variations anachroniques qui protège le flux temporel pour éviter les nexus. Mais là, c'est beaucoup plus technique et pas le cœur de sujet de la vidéo. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo sur le multivers ou même sur le TVA. Toutefois, j'espère quand même que ce petit cours sur le multivers vous a permis de mieux le comprendre. Revenons alors au Docteur Strange. Le sort était en train de briser la frontière entre les univers et ses prisonniers sont des incursions, puisque le Docteur Octopus est un scientifique d'un autre univers qui souhaitait reproduire un soleil avant de perdre le contrôle de ses bras. Quant au lézard, il s'agit du Docteur Connors qui voulait se faire repousser un membre avant de devenir cette créature. Donc comme vous l'avez compris, ils ne viennent pas d'ici. Et c'est pour ça qu'il faut vite réagir. Peter explique avoir vu un autre visiteur, donc le Docteur Strange lui donne un gadget pour le capturer. Et avec ses amis, Peter tente de localiser les prochains visiteurs lorsqu'il ressent une présence derrière lui. Il tente alors de l'entoiler mais le rate et Electro le prend en chasse. Heureusement, l'homme sable intervient pour le contenir et ensemble ils neutralisent Max. Peter leur explique alors qu'il se trouve dans un autre univers et les envoie tous les deux dans la prison de Strange lorsque le lézard reconnaît Max. Mais il en manque toujours un. Norman Osborn est sous l'emprise du bouffon vert et tente de fuir. Lorsqu'il trouve refuge au Fist, une association où Matt travaille. Mais Norman semble complètement désorienté. Sa tante lui demande alors de l'aider, sauf qu'il hésite vu que les visiteurs représentent un risque pour leur réalité. Peter décide de l'emmener dans les sous-sols de Strange, lorsque chacun des visiteurs en gros commence à parler de leur histoire. Comment Max en est arrivé là? Le fait que Flint Marko sait que le Docteur Octopus et Norman Osborn sont morts face au combat face à Spider-Man. Mais chacun d'eux a un trou de mémoire. Sauf que quand Strange revient, il ne cherche pas à comprendre. Il envoie Norman en cellule pour refaire un sort et éviter de bousculer les lois du multivers. Malgré tout, Peter refuse de les envoyer à la mort, alors il vole le cube et décide de s'enfuir avec. Mais Strange le rattrape et tente de l'en empêcher. Sauf que grâce à son Spider-Sense, Spider-Man arrive à esquiver et à revenir dans son corps. Mais pour Strange, il est hors de question de prendre ce risque. Il envoie Peter dans la dimension miroir pour lui expliquer que beaucoup de personnes connaissent son identité dans le multivers et que cela pourrait vraiment menacer leur réalité. Sauf que Spider-Man refuse de les tuer lorsqu'il comprend que la dimension miroir n'est ni plus ni moins que de la géométrie. Alors il bloque Strange et s'enfuit avec le cube pour tenter de les sauver. Parce qu'avec leur technologie, ils pourraient rectifier les héros afin d'éviter qu'ils meurent au combat face à Spider-Man. À contre-cœur, ils acceptent de le suivre puisque personne ne veut mourir pendant que MJ est en charge de cacher le cube. Chacun d'eux s'installe dans l'appartement d'Happy, mais quand Peter ouvre l'établi de travail, Electro commence déjà à sentir la puissance du réacteur Arc. Ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, ne présage absolument rien de bon. Avec Norman Osborn, Peter prépare des remèdes pour chacun d'entre eux lorsqu'il comprend que le Docteur Octopus n'avait pas le libre arbitre sur ses bras métalliques, puisque la puce de contrôle a été détruite dans son monde. Sauf qu'au même moment, Max dit à Flint Marko qu'il se sent bien dans cet univers et qu'il n'a pas confiance à la rectification. Et pourtant, il n'y a pas de raison, puisque le Docteur Octopus retrouve enfin le contrôle de ses bras sans le moindre murmure dans sa tête. Spider-Man reprend alors la nanotechnologie des tentacules, sauf qu'au même moment, des journalistes surveillent les lieux pour rappeler le damage control si quelque chose ne va pas. Puisque souvenez-vous, Peter est dans le viseur depuis qu'il est accusé d'avoir tué Mysterio. Electro n'arrive pas à comprendre pourquoi il devrait être rectifié lorsque le Spider-Sense de Peter s'active. Il tisse alors une toile sur le bouffon vert qui refait surface et fait signe à sa tante pour qu'elle s'échappe avec les antidotes. Lorsque le bouffon explique que leurs pouvoirs ne sont pas des malédictions mais des dons. Alors pourquoi les rectifier? Electro arrache son capteur et vole le réacteur Arc avant de jeter le Docteur Octopus à travers l'appartement. Pendant que l'homme sable et le lézard prennent la fuite, Peter affronte le bouffon qui le propulse jusqu'au rez-de-chaussée, mais arrive discrètement et tente d'injecter l'antidote à Norman, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Et le bouffon en profite pour appeler son planeur qui percute May de plein fouet. Lorsqu'avant de partir, il jette des grenades. May est gravement blessé et avant de mourir, elle dit à Peter qu'il a fait le bon choix. Happy arrive mais se fait immédiatement arrêter lorsqu'il avertit Peter de se sauver car le damage control est là. Il y a quelques temps, Peter a perdu Tony Stark et maintenant c'est sa tante May. Il finit finalement sans le moindre repère. Une nouvelle fois, le monde le
tient pour responsable, alors il décide de partir. Au même moment, Ned et MJ tentent de contacter Peter parce que ça fait longtemps qu'ils sont sans nouvelles, lorsque Ned provoque des étincelles sans le faire exprès. Il tente alors d'ouvrir un portail pour voir Peter Parker, sauf qu'il ne s'agit pas de lui. Après quelques échanges pour savoir de qui il s'agissait, il décide d'ouvrir un second portail. Encore une fois, ce n'est pas lui, et quand les deux Spider-Man se voient, ils sont stupéfaits de voir qu'ils ont un double, parce que chacun d'eux vient d'un univers très différent. Ils expliquent alors qu'ils essaient de trouver leur ami Peter depuis, sauf qu'ils ne savent pas où chercher, contrairement à Ned et MJ. Ensemble, ils décident alors de rejoindre Peter qui souffre de la perte de sa tante, lorsqu'il lui explique qu'ils ne sont pas venus seuls, car avant de mourir, leur oncle leur avait dit la même phrase que May. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc si sa tante lui a dit ça, c'est qu'il y a bien une raison. Ensemble, ils préparent des remèdes pour pouvoir soigner les vilains, lorsque les Peter préparent leur lance-toile, sauf que le plus ancien des trois n'en a pas besoin. Juste après, Peter se confie en direct avec J. Jonah Jameson en lui disant qu'il ne voulait faire de mal à personne, et qu'il attend les visiteurs à la Statue de la Liberté, vu qu'elle est le symbole des secondes chances. Le temps que les vilains arrivent, les deux Peter essaient de comprendre comment Spider-Man fait pour tisser d'étoiles son dispositif, mais ils veulent également savoir qui sont les ennemis qu'ils ont respectivement affrontés. Mais la discussion est rapidement écourtée. Electro arrive pour récupérer le cube, donc Peter le donne à Ned pour qu'il l'enferme dans un portail, sauf qu'il n'y arrive pas. Et entre-temps, le lézard et l'homme sable interviennent également pour récupérer le cube, sauf que les trois Spider-Man sont désorganisés et ne savent pas travailler ensemble. Peter explique alors qu'il a l'habitude de bosser avec les Avengers et qu'il faut cibler simultanément un ennemi à trois s'ils veulent réussir. L'homme sable est ciblé en premier, sauf qu'il bloque Peter au sommet de la Statue de la Liberté, lorsque l'autre Peter intervient pour lui jeter l'antidote et soigner Flint Marko. Et pourtant, ce n'est pas aussi simple pour tout le monde. Pour Electro, c'est beaucoup plus compliqué vu qu'il est plus puissant que jamais grâce au réacteur Arc. Et même à 3, les Spider-Man n'arrivent pas à rivaliser. Heureusement, le Docteur Octopus intervient et place l'antidote pour soigner Electro. Quant au lézard, il se libère de l'échafaudage et tente de récupérer le cube. Mais Peter réussit à l'en échapper avant de le soigner. Lorsque Ned ouvre un portail et que Strange en ressort, il comprend alors que Peter a réussi à tous les soigner. Chaque Spider-Man en profite pour voir les vilains de leur univers respectif, lorsque Strange repart vers Peter pour savoir qu'est-ce qu'il a fait concrètement. Mais encore une fois, le bouchon vert est de la partie. Il revient en planquant une bombe dans le cube, qui lorsqu'elle explose, provoque des failles multiverselles. Alors pendant que Strange tente de les contenir, Peter affronte le bouffon vert jusqu'à ce qu'il s'apprête à le tuer. Mais Peter l'en empêche, avant de se faire poignarder par le bouffon. Heureusement, Peter revient à ses esprits et lui injecte l'antidote. Mais les failles multiverselles, elles, deviennent incontrôlables. Alors pour éviter que les univers entrent en collision avec cette réalité, Peter propose d'inverser le sort. Il veut que le Docteur Strange fasse en sorte que tout le monde oublie qu'il est Peter Parker. Strange accepte, mais le prévient qu'il finira seul. Toutes les incursions sont renvoyées dans leurs univers pendant que Peter fait ses adieux à ses amis. Il leur promet de faire le nécessaire pour qu'ils se souviennent de lui et part faire ses adieux aux autres Spider-Man. Et c'est finalement avec ce choix que Peter a pris en maturité, parce qu'il a fait un choix qui va le condamner à la solitude. Quelques jours plus tard, il décide d'aller voir ses amis au bar où MJ travaille, sauf que personne ne se souvient de lui. Lorsqu'il apprend que ses amis intègrent le MIT et que sans lui, ils peuvent finalement avancer. Peter fait également ses adieux à May lorsqu'il tombe sur Happy qui lui non plus ne se souvient pas de lui. Peter est donc contraint d'habiter seul et pour la première fois, il devient réellement quelqu'un d'autonome. Pour autant, il ne lâche pas son devoir d'araignée. Il s'éloigne de la technologie Stark pour marquer ce nouveau départ avec un nouveau costume fait main et fonce protéger la ville. Mais ce multivers a provoqué plein d'autres événements étranges. Le sortilège de Strange a fragilisé les barrières entre les univers, Eddie Brock est entré en collision et a laissé derrière lui le symbiote de Venom. Mais ce n'est pas tout. Aaron Davis, qui rappelez-vous souhaitait acheter une arme Shitori, est devenu le rôdeur dans un univers. Wanda Maximoff a compris que dans les autres réalités, elle a une vie heureuse avec Vision et des enfants et volera le Darkhold pour avoir des pouvoirs plus puissants. Parce qu'elle souhaite s'emparer des pouvoirs d'America Chavez, qui s'avère être la seule être multiverselle capable de voyager d'un univers à un autre. Quant à Deadpool, lui doit répondre de ses actes face à la police multiverselle, parce qu'il s'est trop amusé dans le multivers et a condamné à mort un flux temporel. Mais grâce à son alliance avec Wolverine, ils arrivent à corriger le tir. Il y a eu d'innombrables cas de figure avec le multivers, ce qui a provoqué d'énormes impacts, notamment la guerre multiverselle où absolument tous les Kangs s'affrontent, et qui sera l'intrigue principale du prochain Avengers. Peter a réussi à éviter le pire pour son univers, et pourtant, en juillet 2026 sort le prochain film. Un film qui sera d'ailleurs le dernier avant le prochain Avengers. Et que savons-nous réellement sur le film? Si tu ne veux pas être spoilé, je t'invite à quitter la vidéo dès maintenant. Quand Marvel Studios a publié la bande-annonce de Spider-Man, le trailer a littéralement explosé tous les records. Parce que ce film, ce n'est pas seulement qu'un Spider-Man 4 comme de nombreuses personnes pourraient l'imaginer. Il marque le renouveau du personnage, puisqu'en réalité, l'histoire présentée jusqu'à maintenant était plutôt ressemblante à celle de Miles Morales. Ami Pascal l'a confirmé, Brand New Day marque le début d'une nouvelle ère pour Peter et pour la suite du MCU. Il précède la conclusion de la saga du multivers qui, avouons-le-nous, a énormément déçu les fans, notamment avec des programmes poubelles comme She-Hulk, The Marvels, Love and Thunder, Secret Invasion ou même
Quantumania. Et pourtant, tout ce qui est dans ce film va avoir un impact direct sur Avengers Doomsday et Secret Wars. Parce qu'à l'avenir, Peter va devoir affronter son mentor Tony Stark qui s'avère être une menace multiverselle. En revanche, cette bande-annonce nous propose quelque chose qui est très loin du multivers. Nous sommes sur quelque chose de très terre-à-terre. Depuis le sortilège de Strange, Peter vit et se sent complètement seul. Il stalk ses proches via les réseaux sociaux et traîne dans les bars qu'il fréquente dans l'espoir qu'ils se souviennent de lui. Mais chacun d'eux a refait sa vie. Ils sont entre-temps rentrés à la fac et MJ flirte même avec quelqu'un d'autre. Mais comme vous le savez pour la énième fois, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Peter doit continuer de combattre le crime dans un New York qui a oublié son existence, avec de nouvelles menaces qui entrent en scène, telles que le Scorpion qui souhaite se venger depuis l'épisode du ferry, Boomerang, Jean Grey, La Main, mais aussi Frank Castle qui revient en tant que Punisher pour punir le mal. Et c'est ce qui rend ce film encore plus intéressant puisque les deux personnages ont une vision opposée de la justice. Spider-Man refuse de tuer même quand ses ennemis le méritent, alors que le Punisher pense que pour faire justice, il faut se salir les mains. Deux philosophies différentes et pourtant, ils ont un ennemi commun, la main. Un clan de ninjas capable de ressusciter ses propres morts que Daredevil et le Punisher affrontés par le passé. Entre-temps, Wilson Fisk est désormais devenu le maire de New York et veut nuire à tous les justiciers de la ville, afin d'avoir le pouvoir absolu et mener ses activités criminelles discrètement, ce qui donne une crédibilité parfaite pour intégrer le Punisher et Daredevil dans l'univers de Spider-Man. D'autant plus que Matt Murdock a déjà défendu juridiquement Peter face au Damage Control lorsqu'il était accusé d'avoir tué Mysterio. Mais concrètement, qu'est-ce que le trailer nous révèle? Spider-Man revient en naturel vu qu'il est loin de la technologie Stark, mais va subir une évolution physique. Dans la bande-annonce, on le voit s'évanouir après une migraine, puis se réveiller dans un cocon, ce qui est potentiellement un clin d'œil au Man Spider et à l'adaptation du Six Arms saga de 1971, où Peter Parker développait des membres supplémentaires. Et justement, le trailer crédibilise cette théorie puisque de nombreux indices s'y cachent. On y voit les yeux noirs de Peter, la façon dont il détruit le sabre qui semble être des bras supplémentaires cachés au montage, et cette hypersensibilité puisqu'une simple goutte d'eau le fait réagir. Mais il se pourrait également qu'il s'agisse du symbiote, puisque rappelez-vous, avec le multivers, Eddie a laissé un bout de Venom. Et Mark Ruffalo, l'acteur qui incarne Hulk, a dit qu'il promet à 1000% qu'il se battra contre une menace extraterrestre à l'avenir. Et cette théorie peut également arriver vu que dans les comics, le Scorpion fusionne avec le symbiote et empoisonne Spider-Man. Mais dans le trailer, Peter décide de voir Bruce Banner pour mieux comprendre ce qui lui arrive et sur les dangers qu'une infection peut avoir sur l'ADN. Mais il y a bien évidemment d'autres indices cachés. Dans la version brésilienne, quand Spider-Man s'écrase contre un bus, Peter n'a pas de lanceur de toit mécanique, alors que dans la version américaine, si. Et ce n'est pas la première fois que Sony modifie ses trailers, puisque rappelez-vous, à l'époque, pour No Way Home, ils ont effacé les personnages lors de l'affrontement final. Alors Peter pourrait très probablement développer des toiles organiques et avoir ses autres bras. Mais Marvel ne s'arrête pas là. Le trailer regorge de références aux comics, comme la scène où Spider-Man balance un civil en plein vol, qui est inspiré de la couverture d'Amazing Fantasy numéro 15, où Spider-Man apparaissait pour la première fois. Ou encore le plan avec Boomerang tiré d'Amazing Spider-Man 345, ainsi qu'un autre combat inspiré du comics Spider-Man 134 contre Tarantula. Il y a également des secrets que Marvel ne dévoile pas encore, comme ce plan de dos, qui semble être Tom Stone incarné par Marvin Jones 3, même si je tiens à préciser que ce n'est pas officiel. Et enfin, Jean Grey joué par Sadie Sink, qui semble être la personne emprisonnée et qui se sert de ses pouvoirs d'hôte à haute. D'autant plus qu'un visuel a récemment fuité où on la voit avec le Punisher. Mais pour en être sûr, il faut se donner rendez-vous le 29 juillet 2026 dans toutes les salles de cinéma. Spider-Man n'est finalement pas qu'un simple ado en collant rouge et bleu. C'est un gamin ordinaire certes, mais qui porte un poids extraordinaire. Chaque version nous a appris quelque chose de différent. Avec le premier Spider-Man, nous avons appris la responsabilité. Avec le second, la perte des proches. Et avec le dernier, nous avons appris le sacrifice. Pendant qu'avec Miles Morales, nous avons appris que tout le monde peut être un héros. Et à chaque fois, la même leçon revient. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est peut-être pour ça qu'on aime autant Spider-Man. Pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il nous ressemble. Spider-Man Brand New Day arrive le 29 juillet 2026 dans toutes les salles de cinéma et a l'air d'être incroyable. D'une part parce qu'il devra faire face à ses choix, mais aussi parce qu'il devra avoir ses proches avancer sans lui. D'autant plus que ce film est le dernier avant Avengers Doomsday et Secret Wars. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu les Kevonistes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de booster la vidéo car ça m'aide grandement auprès de YouTube. Mais aussi, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est gratuit et pour l'algorithme YouTube, moi ça m'aide. On se retrouve très prochainement bien évidemment pour des vidéos mais aussi pour de prochains lives. En attendant, prenez soin de vous. C'était votre fidèle serviteur, Evony l'équipe. Ciao ciao.